Bonjour, aujourd'hui on va parler sur les bases moléculaires de la cancérogénèse. Donc d'abord il faut faire la différence entre une cellule normale et une cellule tumorale. Une cellule normale par exemple, on va prendre l'épiderme ici qui va subir une lésion cutanée. Donc il va être le site d'une inflammation et par suite il faut qu'on va récupérer les cellules qui ont été détruites. Donc on va voir une prolifération des cellules à partir des côtés latéraux. Donc, dès qu'on va récupérer ces cellules-là, la prolifération, elle va s'arrêter. Mais une cellule tumorale qui est ici au niveau de l'épiderme, c'est une cellule qui va se diviser d'une façon continue dans le temps et c'est une cellule qui est immortelle. Donc, elle ne va pas répondre à l'apoptose. Donc, maintenant, comment une cellule se transforme en cellule tumorale et d'abord, comment fonctionne une cellule normale à l'état physiologique pour qu'elle va faire cette prolifération qui est contrôlée. Donc, ici, c'est le génome qui est en orange. Et puis, on a en premier gène proto-oncogène, puis les gènes de réplication d'ADN, gène suppresseur de tumeur, gène de réparation, gène d'apoptose, gène d'activation d'angiogénèse. Donc, pour les gènes proto-oncogènes, à l'état physiologique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont eux qui sont responsables d'activer la division des cellules, pour que les cellules ils vont se diviser. Donc, ils vont produire des protéines. Ces protéines, ils vont activer le gène de réplication pour qu'on puisse faire la division cellulaire. Dès qu'on va terminer, on va voir un gène suppresseur qui est ici, qui va inhiber le gène de réplication, il va inhiber le gène proto-oncogène et on va arrêter notre prolifération. C'est comme ça qu'elle va être contrôlée. Mais, par exemple, si on a une mutation au niveau, par exemple, au niveau des gènes proto-oncogènes, ou par exemple au niveau des gènes de réplication ou des gènes suppresseurs. On a encore une possibilité de réparer par le gène de réparation. Mais il faut que l'altération n'est pas assez importante. Si elle est assez importante, la cellule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider de faire la mort programmée en activant le gène d'apoptose. Tout ça, c'est normal. Mais quand est-ce que la cellule elle devient tumorale? C'est quand on a une mutation par gain de fonction au niveau des gènes proto-oncogènes et une mutation encore au niveau des gènes de réplication et une mutation encore par perte de fonction au niveau des gènes suppresseurs et une mutation au niveau des gènes de réparation. Et à la fin, on va voir une mutation au niveau du système d'apoptose. Mais cette mutation ici, elle est un peu spécifique parce que ce gène-là, de contrôle d'apoptose, il est divisé en deux parties. On a une partie qui est anti-apoptotique, donc elle est pour la survie, et on a une entité qui est pro-apoptotique, c'est pour provoquer l'apoptose. La mutation qui provoque la tumeur, c'est quoi? C'est une mutation qui va activer la partie ou le gène anti-apoptotique et elle va inhiber la partie apoptotique. C'est pour cela que la cellule elle devient immortelle et elle va se diviser avec une grande vitesse et elle va augmenter de nombre et elle va former une masse. Dès qu'elle va former une masse, elle va voir la nécessité de faire l'invasion. Donc, l'invasion veut dire quoi? Pourquoi d'abord une cellule normale, elle ne fait pas l'invasion? Par exemple, une cellule épidermique, elle ne migre jamais vers le derme. Pourquoi? Parce qu'il y a certains gènes qui ne sont pas activés. Ce sont des gènes qui codent pour des enzymes qui dégradent les barrières entre épiderme et derme, entre les autres épithéliums et la membrane basale. Donc, les cellules tumorales ils vont activer ces gènes-là et ils vont favoriser l'invasion pour faciliter par suite la métastase par voie sanguine ou par voie lymphatique. Par suite, il y a une question. Quand les cellules tumorales ils vont faire la métastase, pourquoi ils ont la capacité de vivre dans autres organes? Alors qu'une cellule normale, si tu vas prendre une cellule hépatique elle ne peut pas vivre au niveau de l'estomac. Une cellule de la peau, elle ne peut pas vivre au niveau du foie, etc. Mais pourquoi on a cette particularité? Parce que les cellules à l'état adulte, ce sont des cellules bien différenciées, donc qui connaissent très très bien leur milieu extracellulaire. Donc chaque cellule, elle connaît l'organe où il faut vivre. Alors qu'une cellule tumorale, c'est une cellule qui est peu différenciée ou qui est indifférenciée, veut dire une cellule qui a activé les gènes de la vie fœtale. Veut dire quoi? Veut dire c'est une cellule qui se rapproche aux caractéristiques de cellules embryologiques. Veut dire quoi? Veut dire que la cellule embryologique, elle a la capacité de faire des divisions
d'un grand nombre de divisions et elle a la capacité de migrer à travers les tissus et elle vit dans n'importe quel organe parce qu'elle va produire les différents organes. C'est pour cela qu'elle a cette caractéristique. Mais en plus de ça, il y a un autre obstacle aux cellules tumorales qu'elle va le dépasser. C'est que, à l'état normal, par exemple, si on prend une PNN, globules rouges, lymphocytes, chaque cellule a une durée de vie qui est bien limitée. Pourquoi? Parce que le bon Dieu a mis à la fin de l'ADN une partie appelée télomère. Ce télomère, donc il est variable d'un tissu à un autre, d'une cellule à une autre. Donc à chaque division, la cellule, elle va perdre une partie de télomère jusqu'à qu'elle va terminer le télomère. Quand le télomère est terminé, la cellule, elle ne peut pas se diviser et elle va mourir. C'est pour cela, par exemple, une PNN a un télomère plus court par rapport à une lymphocyte, etc. Et par exemple, les cellules digestives, parce qu'elles se divisent beaucoup, ils ont un télomère qui est un peu allongé. Donc, les cellules tumorales, donc, elle veut pas, la cellule tumorale, elle fait beaucoup de divisions, donc elle va raccourcir rapidement le télomère et elle va mourir. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer un gène qui va produire une télomérase. La télomérase, à chaque division, elle va provoquer l'inverse. Elle va faire l'élongation de télomère. Maintenant, on va parler en détail sur les proto-oncogènes. Donc, les proto-oncogènes, on va parler d'abord ce qui est physiologique et ce qui est normal, avant de parler ce qui est tumoral. Donc, quand on a des conditions qui vont favoriser la division des cellules et la prolifération, on va activer la première partie de gène proto-oncogène qui va coder pour le growth factor, qui va être sécrété ailleurs pour la cellule et pour les autres cellules. Puis on va activer le gène suivant qui va favoriser la formation de récepteurs de growth factor. Le récepteur de growth factor, c'est un récepteur qui est couplé à la tyrosine kinase. Je veux dire, il a un domaine extracellulaire et un domaine intracellulaire. Et le domaine intracellulaire, il a une tyrosine kinase qui a la capacité de phosphoryler les protéines qui ont la tyrosine et il devient activé. Donc, quand le growth factor il va se fixer, c'est le growth factor il a une particularité qui se fixe en deux molécules. Donc il va fixer sur deux récepteurs. Et donc ces deux récepteurs ils vont avoir une démérisation. Dès qu'ils vont avoir une démérisation, ils deviennent actifs, ils vont envoyer un signal pour le gène qui code pour le RAS. Quand on va produire le RAS, c'est une molécule qui va venir ici et elle va prendre le signal de la membrane vers le génome. Donc, c'est un facteur de transduction de signal. Dès qu'il va faire la transduction du signal pour le gène suivant, on va produire une protéine. Cette protéine, elle est appelée un facteur de transcription. Pourquoi? Parce qu'elle va activer le gène suivant qui va être transformé en RNA, puis en une protéine. Quelle protéine? Donc, c'est la cycline. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette cycline? Il faut savoir que le gène suivant, il est toujours actif. Il va toujours produire ce CDK qui est ici. C'est la cycline dépendante kinase. Veut dire c'est une cycline, veut dire c'est une kinase dépendante de la présence de cycline. Il faut qu'on ait de cycline pour qu'elle devienne active et elle va se fixer sur cette cycline et ils vont aller pour le RB. Le RB c'est quoi? Le RB c'est une protéine, donc c'est une protéine qui est appelée RB parce que elle revient donc au gène de rétinoblastoma, parce que quand on a découvert la tumeur de la rétine, de rétinoblastome, donc la première fois, donc on a trouvé que la mutation a touché ce gène-là, et donc il a pris le nom de RB. Donc le RB, donc à l'état normal, il est en train d'inhiber le E2F. Donc quand la cycline, elle va fixé sur la CDK, il devient actif, ils vont passer ici, ils vont phosphoryler le RB. Le RB, dès qu'il est phosphorylé, il devient inhibé. Quand il est inhibé, il libère le E2F. Quand il libère le E2F, il va activer le gène de réplication d'ADN et donc la cellule, elle va faire la division et on va faire notre prolifération cellulaire. Donc, quand on a par exemple une mutation au niveau des gènes proto-oncogènes, on peut avoir une mutation ici.
en premier lieu, et donc on va produire beaucoup de growth factors. On peut avoir la mutation qui compte pour le récepteur, et le récepteur il est très actif. On peut avoir une mutation au niveau de RAS. Cette mutation au niveau de RAS, c'est la plus fréquente dans les mutations qui touchent les gènes proto-oncogènes. Mais comment elle va fonctionner, cette mutation qui va toucher le RAS? C'est que le RAS, à l'état normal, comment il est inhibé? Il est inhibé par la fixation de GDP. Donc il fixe le GDP et il devient inactif. Pour qu'il devienne actif, il faut qu'il fixe le GTP. Et donc, quand il est actif, il fixe le GTP. Et pour que le GTP se transforme en GDP, il faut qu'on ait une GTPase à l'intérieur de ce RAS. Donc, il a une GTPase intrinsèque. Cette GTPase intrinsèque, sa fonction, c'est qu'après que le RAS s'active, elle va dégrader la GTP en GDP et le RAS, il devient inhibé, il devient inactif. Quand la mutation, elle va toucher cette partie intrinsèque GTPase, donc on ne peut pas transformer la GTP en GDP, et le RAS, il devient toujours actif, il va toujours envoyer des signaux de la membrane vers le génome sans nécessité de growth factors ou les différentes conditions. Encore, donc on a une autre substance qui travaille comme étant responsable de la transduction du signal de la membrane vers le génome, c'est le monsieur ABL. Donc ABL, c'est un transducteur de signal de la membrane vers le génome et qui à l'état normal, il est inhibé, il ne fonctionne pas, sauf dans certaines circonstances. Quand on a par exemple une translocation qui va toucher le chromosome qui prend le gène ABL, donc c'est le fameux chromosome de Philadelphie qui prend le gène BCR, et on a un chromosome 9 qui prend le gène ABL. Quand on a une translocation, donc la BCR, elle va faire la fusion avec l'ABL. Et quand on va faire cette fusion, on va produire un BCR-ABL qui va prendre la place d'ABL. Et il est toujours actif, il est toujours en train d'envoyer les signaux vers le génome pour faire la prolifération. Et c'est celui-là, c'est lui qui est responsable de donner l'LMC, la leucémie myéloïde chronique. Et c'est pour cela qu'on a formé le traitement appelé imatinib, qui est responsable de quoi? Et c'est une thérapie ciblée qui va cibler seulement le BCR-ABL dans notre corps. Donc, elle va l'inhiber, le BCR-ABL, en notre corps, et elle va diminuer la prolifération des cellules tumorales. C'est un traitement qui a changé beaucoup le pronostic de l'LMC. Donc, on a parlé du côté de gènes proto-oncogènes, et maintenant, il faut qu'on parle du côté des gènes immunosuppresseurs. Et donc, on va commencer par le gène qui code pour la TGF-bêta. Donc, Transforming Growth Factor bêta. Donc, quand le gène de TGF-bêta il est activé, donc on va produire le TGF-bêta. Le TGF-bêta, c'est quoi la fonction de Transforming Growth Factor bêta? Il faut savoir que c'est le seul facteur de croissance qui ne fait pas la prolifération. Il fait l'inverse, il inhibe la prolifération. Donc, dès qu'on va activer le gène qui produit la TGF-bêta, il faut qu'on active le gène suivant qui va produire le récepteur qui va fixer le TGF-bêta, et puis le TGF-bêta se fixe sur le récepteur, et il va faire quoi? Il va activer un gène qui produit la CDK inhibiteur. Veut dire quoi? Veut dire la cycline dépendante kinase inhibiteur. Veut dire il va inhiber le complexe de CDK et de cycline, ce complexe-là. Cycline et CDK. Il va l'inhiber. Et quand il va l'inhiber, donc on ne va pas faire la phosphorylation au LRB. Et donc l'RB, il va rester inhibé. Et quand il va rester inhibé, on ne va pas stimuler le gène de réplication d'ADN et on va arrêter la prolifération et la réplication d'ADN. C'est comme ça qu'il va fonctionner le gène TGF-bêta qui est un gène immunosuppresseur. Donc, quand on va voir une tumeur, il faut qu'on va voir une perte de la fonction de ce gène-là. Et il faut noter une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est que les gènes proto-oncogènes, ce sont des gènes dominants. Ce sont des gènes qui sont dominants. Donc, il faut qu'on a une mutation. Donc, il faut qu'on a une mutation
dans les deux côtés pour qu'on va voir il faut qu'on a une mutation dans un seul allèle pour qu'on va avoir on peut avoir une cellule tumorale. Alors que dans les gènes immunosuppresseurs, il faut qu'on a une mutation dans les deux allèles, dans l'allèle paternel et dans l'allèle maternel, dans les deux, parce que c'est un gène qui est récessif. Par suite, on va parler d'un autre gène immunosuppresseur c'est un gène, c'est la PC53, c'est la fameuse PC53. La PC53, c'est un gène suppresseur de la tumeur qui est un gène d'urgence. C'est un gène d'urgence. On ne va pas l'utiliser toujours. On va l'utiliser quand on a une situation d'urgence. Veut dire quoi? C'est que dans le génome, on a un gène appelé ATM. ATM, c'est pour ataxie-télangiectasie mutation, dans ce gène-là. Pourquoi il est appelé comme ça? Parce que quand il est découvert, ce gène-là, c'est lui qui est responsable de donner la maladie d'ataxie-télangiectasie. Mais il a autre rôle parmi ces rôles, c'est qu'il va produire une protéine qui va travailler comme étant un agent qui va surveiller le génome de nos cellules. Donc, elle va surveiller le génome et elle va chercher est-ce qu'il y a des altérations, est-ce qu'il y a des mutations. Dès qu'elle va trouver une altération, par exemple, on sait que le G, la base G avec la C, ou le A avec le T, si on va trouver par exemple une G avec le T, elle va faire quoi? Elle va envoyer comme si un rapport ou un signal vers la P53. Et la P53, qu'est-ce qu'elle va faire? La P53, elle va produire une protéine P53. Et cette P53, elle va stimuler un gène qui va produire la P16. Et la P16, elle va inhiber le cycline, c'est le complexe du cycline CKD. Et donc le RB, il va rester inhibé et on ne va pas faire la division et la réplication d'ADN. Pourquoi elle a fait tout ça? C'est pour qu'on ne va pas envoyer cette mutation et cette altération de génome dans les autres ou dans les cellules filles. D'une part, elle ne va pas s'arrêter ici sa fonction. Il va stimuler le gène, un gène qui code pour la réparation. C'est pour essayer de réparer cette mutation. Et si il va envoyer ces enzymes de réparation, ils n'ont pas pu faire la réparation, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir encore des rapports qui vont venir à partir de l'ATM. Et donc le PC53, il est intelligent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va stimuler le gène d'apoptose. Elle va stimuler un gène, c'est le BAX. Le BAX, c'est quoi ça? C'est que le BAX, il va favoriser quoi? Il va favoriser la formation d'une protéine qui va aller vers la mitochondrie. C'est que la mitochondrie, à l'état normal, elle a des canaux qui sont bouchés par la BCL2. La BCL2, c'est un anti-apoptotique, protéine anti-apoptotique. Donc, quand on va activer le BAX, il va venir ici, il va se fixer sur la BCL2 et il va tirer en bas. Il va ouvrir ces canaux. Quand ces canaux sont ouverts, on va voir la sortie de cytochrome C qui est responsable du transfert d'électrons au niveau de la mitochondrie. Dès qu'il sort, il va activer la caspase et la caspase, elle est responsable de provoquer l'apoptose et la mort de la cellule. Donc, c'est ça le gène suppresseur de la tumeur. Et on va continuer encore, c'est que on a autre gène et autre voie. On a par exemple la voie d'APC bêta-catanine. Veut dire quoi? Veut dire qu'on a un gène appelé APC. Ce gène APC, quand il est activé, il va inhiber une protéine appelée la bêta-catanine. D'où elle va venir? Cette bêta-catanine, c'est qu'on a un récepteur ici, il va être activé par la WNT. Cette molécule est très importante dans, par exemple, la prolifération des cellules de la moelle osseuse. Donc, dès qu'il est fixé ici, il va activer la production de la bêta-catanine. Et cette bêta-catanine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va être elle-même d'abord inhibée par l'APC. Parce que quand elle est libre, elle va activer la MYC, donc le gène MYC. Le gène MYC, quand il est activé, il produit un facteur de transcription. Le facteur de transcription active le gène suivant. Et le gène suivant, il va donner la cycline. Et la cycline, elle va se fixer avec la cycline, la kinase dépendante cycline.
et elle va par suite phosphoryler la RB et elle va l'inhiber et on va libérer le E de F et le E de F va aller vers le gène de réplication d'ADN et on va favoriser la prolifération de la cellule. Donc, quand on a par exemple une mutation au niveau de l'APC, donc on ne peut pas inhiber cette bêta-catanine. Et cette bêta-catanine, elle va activer la prolifération de la cellule et elle va donner des tumeurs. Quelles tumeurs? Ce gène APC, déjà, pourquoi il est appelé APC? APC, c'est adénopolypose colique, parce qu'il est très fortement associé avec le syndrome de Gardner. Le syndrome de Gardner, là on va voir une mutation de l'APC, ce APC il va libérer la bêta-catanine, la bêta-catanine elle va favoriser la division des cellules surtout au niveau du tube digestif, elle va former des polypes, plusieurs polypes au niveau du tube digestif, qu'il faut faire la colectomie parce que si on va faire, on va laisser le côlon en place, on va avoir un risque de cancérisation, il ne faut pas oublier qu'on va voir d'autres tumeurs associées telles l'osteosarcome, les osteosarcomes surtout au niveau de l'os, on va voir des kystes épidermiques surtout au niveau du dos, etc. Il faut savoir encore que la bêta-catanine, elle peut être inhibée par une autre voie. C'est ce qui est représenté en noir, il est fixé à la membrane cellulaire. Ce sont les E-cadérines. Les E-cadérines, ils fixent la bêta-catanine et bêta-catanine, ils vont l'inhiber. Et ce E-cadérine, il va venir suite à l'activation de gènes qui codent pour le E-cadérine. Donc, on active ce gène, on produit le E-cadérine, il se fixe à la membrane, il prend la bêta-catanine, il va l'inhiber pour qu'elle ne va pas favoriser la prolifération cellulaire. Mais quand le gène de l'E-cadérine il est muté, qu'est-ce qu'on va voir? On ne peut pas d'abord bloquer la bêta-catanine, d'une part. D'une autre part, le E-cadérine, il a une autre fonction. Il va fixer la cellule à l'autre cellule. Et cette fixation, elle a le rôle de faire ce qu'on appelle l'inhibition de contact. Donc la cellule ne va pas se proliférer. Quand le E-cadérine est absent, la cellule elle devient libre et elle va favoriser les métastases. Et cela, il est très vu, ce problème-là, dans les cellules de tumeurs gastriques et œsophagiennes. Et on a encore autre gène suppresseur de la tumeur. On a ce qu'on appelle le gène de la neurofibromatose 1. C'est le gène, quand il est muté, il est responsable de donner ce qu'on appelle von Renklinghausen, la maladie de neurofibromatose 1, qui va favoriser de neurofibromes diffus dans le corps, dans le problème, c'est une mutation dans le gène localisé au niveau du chromosome 17. D'abord, ce gène-là, c'est un gène suppresseur du tumeur. Donc, à l'état physiologique, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va activer la GTPase de RAS. Quand la GTPase elle est activée, la GTP se transforme en GDP et la GDP elle va inhiber le RAS. Et quand le RAS il est inhibé, on n'envoie plus des signaux vers la voie de prolifération des cellules. Quand le NF1 elle est mutée, donc on ne va pas activer cette GTPase et le RAS il va être activé pour une longue durée. Il va favoriser la formation de neurofibromes. C'est surtout le neurofibrome de type plexiforme. Ce sont de ce qu'on appelle des neurofibromes qui ils vont former des nodules de taille et de forme irrégulière, etc. Et il y a un risque de cancérisation de 10%. Autre gène suppresseur de tumeur, c'est le VHL. C'est le gène qui est responsable de donner la maladie de von Hippel-Lindau. C'est quoi cette maladie? Dans cette maladie, on va voir comme si une triade, on va voir une tumeur de type vasculaire au niveau du cerveau, c'est les mangioblastomes qui est malin. Et on va voir une tumeur au niveau de la rétine, ce sont de type angiome rétinien. Et on va voir sous forme de kystes ou parfois des cancers au niveau du rein. Pourquoi on va voir cette loi-là? Parce que d'abord, la VHL, comment elle fonctionne à l'état normal? C'est que quand on a une cellule et qui est en situation d'hypoxie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer un gène qui produit FIH. C'est un facteur inhibiteur, c'est un facteur induit par l'hypoxie. Donc, parce qu'on a de l'hypoxie, la cellule elle va activer ce gène et elle va produire le facteur induit par l'hypoxie. Et ce facteur, il va activer autre gène. Parmi ces gènes, c'est le VEGF. C'est quoi ça?
c'est le vascular endothelial growth factor qui va favoriser l'angiogénèse. Et donc, on va avoir une néovascularisation vers ces cellules qui sont en hypoxie et on va régler le problème d'hypoxie. Mais après qu'on fait cette angiogénèse, il va être, pour qu'on va arrêter cette angiogénèse, on va activer le gène de VHL, de von Hippel-Lindau. Il vient ici, il va inhiber le facteur induit par l'hypoxie. Et on va arrêter l'angiogénèse. Quand le VHL, il est muté, il ne va pas inhiber le facteur induit par l'hypoxie, mais on va faire une angiogénèse très importante. On commence à former des tumeurs de type vasculaire, donc hémangioblastome dans le cerveau et angiome au niveau de la rétine. Et on va voir des kystes et des cancers au niveau des reins. Pourquoi? Parce que ce gène-là, il est responsable de développement, surtout embryologique, de néphrons. Donc, c'est ça, donc, les différents gènes. Et donc, c'est ça, on a parlé des bases moléculaires de la cancérogénèse d'une façon générale. Et je vous remercie.